Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre présence, de votre patience selon cette longue journée, qui a d'ailleurs débuté pour nous avec Bruno Retailleau ce matin au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, où j'ai rendu une visite extrêmement attentive et intéressante au centre de gestion interministérielle des crises, à un moment où notre pays est ici, dans le sud, un peu plus haut, notamment en Ardèche, dans la Loire, dans d'autres départements aussi touchés par une série d'intempéries, d'orages type Cévenol. On m'a dit ce matin une violence qu'on n'avait pas connue depuis une quarantaine d'années pour certains endroits. Au moment où je vous parle, ici à Menton, je veux redire le soutien, la solidarité qui est celle du gouvernement à l'égard de milliers de personnes qui sont touchées par ces intempéries, par des inondations. C'est une souffrance, c'est une vraie tragédie pour beaucoup de familles et nous sommes engagés à soutenir ces familles dans l'urgence que font les sapeurs-pompiers, les services de l'État, tous les agents municipaux, les élus locaux. On a eu malheureusement à déplorer un mort à Paris à la suite d'une chute d'arbres. Et ensuite, il y a le temps de l'évaluation et le temps de la réparation sur lesquels le ministre de l'Intérieur a à cœur d'activer très vite les processus d'indemnisation liés au décret de catastrophe naturelle pour toutes les communes concernées. Et je voulais redire ici, dans un département qui est touché d'ailleurs par un certain nombre de crues, la solidarité du gouvernement. Nous venons de faire une visite extrêmement importante ici, peut-être une première depuis longtemps, avec, vous l'avez compris, le vice-premier ministre italien, qui est un de mes amis depuis très longtemps. Nous avons été commissaires européens ensemble, Antonio Tajani, et son ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, qui est le collègue de Bruno Retailleau, avec lequel d'ailleurs ils ont déjà eu l'occasion de travailler, notamment au sein du Conseil de justice et affaires intérieures il y a quelques jours. Je suis très heureux de me retrouver ici avec Bruno Retailleau au poste frontière Saint-Ludovic, qui est un point névralgique pour la lutte contre les entrées irrégulières sur le territoire national. Vous m'y retrouvez aussi avec beaucoup d'élus, parlementaires, présidents de régions, maires, qui nous accueillent et qui accompagnent avec vigilance l'action du gouvernement d'une manière ou d'une autre. Je peux dire que les Français attendent, en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit dans plusieurs élections européennes puis législatives, une politique efficace de maîtrise de l'immigration, une politique qui doit être efficace, digne et ferme. Efficace, digne et ferme. C'est aussi une condition pour atteindre nos objectifs d'intégration. Mieux on maîtrisera les flux d'immigration clandestine, plus on sera capable, comme c'est notre devoir et notre honneur aussi, d'accueillir et d'intégrer ceux que nous souhaitons accueillir sur le territoire national. Et ça veut dire qu'il faut d'abord mieux contrôler nos frontières. Vous le savez, après le 13 novembre 2015, la France a rétabli le contrôle de ses frontières intérieures, comme d'ailleurs la législation ou la réglementation de Schengen le permet, pour renforcer la sécurité du territoire, mais aussi pour lutter contre l'immigration irrégulière sous toutes ses formes. Le gouvernement vient de notifier, il y a quelques jours, à la Commission européenne la prolongation de ces contrôles. D'autres pays, je pense à l'Allemagne, ont également rétabli des contrôles à l'intérieur de l'espace Schengen, temporairement, enfin le temps qu'il faudra, entre tel ou tel pays de l'Union européenne. L'année dernière, ces contrôles ont conduit les autorités françaises à prononcer 70 000 refus d'entrée sur le territoire, dont plus de la moitié à la frontière franco-italienne. Je suis venu ici avec Bruno Retailleau pour voir ce qui fonctionne bien et pour discuter aussi des manières de renforcer encore notre dispositif et de faire en sorte que ce qui fonctionne bien ici, grâce aux hommes, aux femmes qui sont engagés, de faire en sorte que ça puisse fonctionner bien ailleurs. Je me permettrai de saluer d'ailleurs, là et avec le préfet, l'ensemble des services de police, de la gendarmerie, des douanes et les militaires de la force Sentinelle que je viens de saluer devant vous. Le travail mené à nos frontières produit des résultats qui sont dus à 3 facteurs.
Premièrement, la mobilisation de toutes nos forces de sécurité positionnées à la frontière, je viens de les citer, la police aux frontières, mais aussi les policiers et les gendarmes qui viennent en appui, y compris des volontaires, des réservistes, que je veux en particulier remercier de leur engagement, et puis l'Office de lutte contre le trafic illicite des migrants, qui lutte contre les réseaux de passeurs avec lesquels nous allons continuer d'être impitoyables. Je veux dire notre reconnaissance à tous les agents qui assurent ces missions au quotidien, dans des conditions souvent difficiles et parfois dangereuses. Je veux aussi saluer la bonne coordination de nos activités en matière de lutte contre l'immigration illégale. Le département des Alpes-Maritimes est, avec les Hautes-Alpes, l'un des 2 territoires d'expérimentation de la force frontière. La force frontière qui représente sur le département 270 effectifs de police, de gendarmerie et des douanes. Leur pilotage s'appuie sur l'état-major opérationnel des frontières qui analyse en temps réel les mouvements qui sont constatés sur la frontière. Cette méthode a fait ses preuves et elle sera généralisée à l'ensemble des frontières terrestres de l'Hexagone. J'ai demandé au ministre concerné de bâtir des contrats opérationnels pour mobiliser, en cas de besoin, le renfort d'une force d'intervention rapide qui permettra de faire face à une augmentation des arrivées. Troisièmement, les résultats constatés ici doivent beaucoup à la qualité, c'est aussi le signal que nous avons voulu faire de cette nouvelle page qui s'ouvre, de notre coopération bilatérale avec nos partenaires et amis italiens. Le centre de coopération policière et douanière de Vintimille, que nous avons visité tout à l'heure, en témoigne, tout comme la brigade mixte franco-italienne, un dispositif de projection sur le terrain qui est unique en son genre. Et enfin, la brigade commune d'investigation contre le trafic des migrants que nous allons créer renforcera notre coopération. Voilà pourquoi je redis devant vous mes remerciements personnels à Antonio Tajani, le vice-président du Conseil des ministres italien, et son ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, qui était avec nous une longue partie de la journée. Voilà ce qui fonctionne, mesdames et messieurs, et nous devons évidemment aller plus loin, à la fois au niveau européen et à travers des mesures nationales. La lutte contre l'immigration irrégulière nécessite un cadre solide de coopération européenne, et c'est ce cadre dont nous nous sommes dotés en tant que pays de l'Union européenne à travers le pacte récent, le pacte européen sur la migration et l'asile, qui va permettre de renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union, qui sont aussi nos frontières. Nous devons en accélérer la mise en œuvre, qui est pour l'instant prévue à la mi-2026. Aujourd'hui même, le président de la République, Emmanuel Macron, se trouve à Bruxelles, et hier, où, à l'ordre du jour de ce Conseil européen, il est en particulier question de la mise en œuvre de ce pacte européen sur la migration et l'asile, et son renforcement et son aménagement, y compris sur la question de la directive retour. En attendant la mise en œuvre de ce pacte, nous devons renforcer l'application des dispositifs existants, le règlement de Dublin, qui prévoit que chaque demandeur d'asile doit rester dans l'État qui est responsable de sa demande d'asile et y être réadmis s'il en est parti. Enfin, la France sera, comme l'Italie, mobilisée au niveau européen pour réviser la directive retour de manière à faciliter l'éloignement des étrangers qui sont en situation irrégulière. Et c'est le sens de la proposition très constructive que Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a faite il y a quelques jours à peine. Je sais que la Commission européenne va en faire une priorité pour le prochain collège avec une proposition de texte que nous souhaitons, nous, au premier trimestre 2025, et je veux remercier la Commission de cette avancée. Qu'est-ce que nous constatons, le ministre Bruno Retailleau et moi-même? C'est que cette question d'immigration devient une question d'intérêt commun de tous les pays européens, des 27. Et ce n'était pas objectivement le cas dans les 5 ou 10 années passées, lorsque j'étais commissaire, où il y avait des débats parfois idéologiques, des polémiques. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une prise de conscience qui nous permet, à travers ce pacte asile et immigration, de traiter cette question tous ensemble. Et vous voyez la véhémence avec laquelle le Premier ministre polonais s'est exprimé aussi sur les questions qu'il affronte. Tous les pays sont confrontés à cette question et ils l'abordent ensemble dans un nouvel état d'esprit qui laisse de côté les polémiques et l'idéologie. Pour tout vous dire, je l'ai dit devant l'Assemblée nationale l'autre jour, j'espère que
cet état d'esprit européen va pouvoir se diffuser aussi chez nous pour que la question de l'immigration, que nous devons traiter, je le répète, avec de la fermeté et de la dignité, devienne aussi un sujet, j'ai espéré l'autre jour, un sujet d'intelligence nationale qu'on puisse traiter, régler, affronter avec le même esprit lié à l'intérêt général. Au niveau national, nous allons aussi devoir compléter nos instruments de lutte contre l'immigration irrégulière. Je veux rappeler que la loi du 26 janvier 2024 a permis des avancées importantes. Il reste cependant 9 décrets d'application qui maintenant rentrent en vigueur. Il en reste 4 à prendre, dont sont saisis les ministres concernés, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail en particulier. Et puis il faudra compléter cette loi avec d'autres dispositions, ça a été dit par le ministre, ça a été dit par la porte-parole du gouvernement. D'abord pour préparer l'entrée en vigueur du pacte européen, pour que ce pacte européen rentre en vigueur chez nous en France, ce qui est la moindre des choses, nous sommes membres de l'Union, il faudra passer par la loi pour transposer dans notre droit national l'ensemble des dispositifs qui sont prévus dans le pacte. On va le faire en 2025 pour qu'ils puissent s'appliquer effectivement chez nous en 2026. Et ces mesures de transposition concerneront des sujets clés. Je sais qu'il y a une question qui vous préoccupe. Qu'est-ce qu'on va mettre dans une loi sur l'immigration? Eh bien, en particulier, des dispositions qui permettent de transposer en droit national les dispositions du pacte européen asile-immigration. Le pacte prévoit de nouveaux motifs pour traiter les demandes d'asile en procédure accélérée. Il faut les inscrire dans notre droit national, ce qui permettra de réduire davantage les délais de traitement des demandes d'asile. Le pacte permet de simplifier encore nos procédures contentieuses en réduisant les situations où le recours en justice peut suspendre l'exécution d'une OQTF. Il faudra simplifier notre cadre juridique pour en tirer parti. Le pacte permettra de retirer le bénéfice d'allocation et de l'hébergement aux demandeurs d'asile qui sont déjà sous procédure d'asile dans un autre pays européen. Il faut donc transposer ces mesures en droit français pour mettre un terme au mouvement de demandeurs d'asile d'un État à l'autre. Voilà le sens de cette visite, qui est une de mes visites hebdomadaires sur le terrain, sur un sujet qui préoccupe à juste titre beaucoup de Français et qui doit nous permettre d'aborder cette question de l'immigration, je ne dis pas d'une manière sereine parce que ce sera toujours difficile, mais d'une manière objective, ferme et digne pour notre pays, et en bonne coopération, en bonne intelligence avec tous les pays qui nous entourent, à commencer par l'Italie. Bonjour Monsieur le Premier ministre, est-ce que les centres d'accueil de migrants dans des pays tiers, comme l'expérimente l'Italie en Albanie, font partie d'une politique efficace de l'immigration? Je ne crois pas que cet exemple soit transposable. On en a parlé avec le ministre italien tout à l'heure, il nous expliquait dans quel sens il travaillait, en créant ce centre, cet hôtel d'accueil en Albanie, en coopération avec l'autorité albanaise, et pour des raisons juridiques, institutionnelles et aussi liées à personnes qui sont susceptibles d'aller dans un tel centre en Albanie. Je ne crois pas que cette idée-là soit transposable en France. Mais le principe, en revanche, de la sous-traitance à un pays tiers, d'une façon ou d'une autre, d'une partie de l'immigration irrégulière, est-ce que ça, sur le principe, vous y êtes favorable? Nous allons coopérer encore plus avec les pays de transit et les pays de départ. C'est ce que fait d'ailleurs l'Italie, avec le soutien de l'Union européenne, avec la Libye ou avec la Tunisie. Nous allons coopérer avec ces pays. Est-ce que vous nous confirmez que votre ministre de l'Intérieur travaille à des accords avec le Kazakhstan, l'Irak et l'Égypte pour que des étrangers que la France ne parviendrait pas à expulser puissent être renvoyés dans ces pays? Notre intérêt est de travailler intelligemment et efficacement avec les pays de transit ou les pays d'accueil, ou les pays de départ. Monsieur le ministre et peut-être monsieur de l'Intérieur aussi, ce matin, les deux rapporteurs de la mission immigration, monsieur Rodwell et Lefebvre, vous ont adressé, monsieur Rakazine, une lettre pour dénoncer la baisse de plus de 40% des crédits liés à la lutte contre l'immigration illégale dans le budget 2025. Est-ce que ce n'est pas en contradiction totale avec les objectifs affichés par votre ministre? Alors, le ministre va répondre sur le fond de son budget qu'il connaît bien. Je veux rappeler que beaucoup de députés qui s'expriment sur ce sujet, et je les entends, je respecte leur point de vue, sont aussi ceux qui ont demandé depuis des années parfois qu'on maîtrise les dépenses publiques, qu'on réduise les dépenses de l'État à un moment où, je l'ai redit à l'Assemblée nationale, l'intérêt du pays c'est de dépenser peut-être moins et de dépenser mieux.
et de ne plus continuer à emprunter de l'argent qu'on n'a pas et de faire des chèques sur la tête de nos enfants et de nos petits-enfants. Et notre responsabilité, c'est ce que je répète calmement et avec gravité à tous les Français chaque fois que j'ai un micro pour le dire, c'est de réduire cette dette, de réduire l'endettement du pays qui va coûter, mesdames et messieurs, 55 à 56 milliards d'intérêts, je répète, 55 à 56 milliards d'intérêts cette année. 800 € par Français, qu'il ait un mois d'âge ou qu'il ait 80 ans. Chaque Français a 800 € à payer d'intérêt de la dette cette année. Moi, je crois que ma responsabilité comme ministre, c'est de le dire, de réduire cette dépense. Voilà le contexte général. Après, chaque ministre dispose d'un budget. Je confirme qu'il y aura, dans un budget que j'ai dû présenter dans des conditions extrêmement contraintes, l'espace de 15 jours à 3 semaines. Jamais un Premier ministre n'a été amené à présenter un budget dans un tel temps réduit. 15 jours, jamais. Donc le budget mérite d'être corrigé, amendé, amélioré par la discussion parlementaire et aussi par des amendements du gouvernement, notamment dans le domaine que vous évoquez. M. Retailleau peut compléter. Moins 40% alors, M. Retailleau. Je veux d'abord remercier le Premier ministre, puisqu'il vient d'indiquer que le parcours budgétaire était long et que le budget tel qu'il a été présenté pouvait être encore amélioré. Voilà, je le prends vraiment comme une bonne nouvelle pour un sujet qui fait vraiment pour nous la priorité, comme cette priorité est portée par l'ensemble des pays européens désormais. Ce que je veux dire très rapidement, la première chose, c'est que mon budget globalement augmente de 752 millions d'euros. Ça, personne ne le souligne. Moi, je veux le souligner. Deuxième chose, c'est vrai que sur les priorités, je pense notamment aux places dans les CRA, dans les centres de rétention administrative. Si nous voulons arriver en 2027 aux 3000 places, il faudra un peu plus budgétaire. On en a parlé et je remercie encore une fois le Premier ministre d'être attentif. Mais ça, c'est important. Ceci dit, sur les CRA, c'est ça qui est important. Il faut le budget, mais même si on a le budget, si on ne simplifie pas les procédures, si on ne simplifie pas, j'ai créé une task force pour aller donner 2 exemples. Je ne vois pas pourquoi ma ministre c'est totalement exemple pour faire des efforts. Aujourd'hui, on meurt de procédures qui sont trop lourdes. Et que quand les procédures, c'est pour ça qu'on veut une révision. Avec pratiquement la totalité des États membres en Europe, on veut la révision de la directive retour. Parce que cette directive retour est mal nommée et qu'elle empêche les retours. Bien, cette directive retour, elle a multiplié les procédures, ce qui fait que les douaniers et les policiers qui devaient être sur le terrain, maintenant, ils sont affectés aux procédures. Voilà comment on peut relever le défi. Et encore une fois, plus généralement, pour redire ce que le Premier ministre vient de dire, on a bien vu tous nos services publics qui ne vont pas bien. On a cessé ces dernières années de mettre toujours plus d'argent. Et ça allait toujours moins bien. Donc le problème, ce n'est pas seulement l'argent. C'est le courage politique, c'est la volonté, et c'est de changer les choses, comme on le fait avec le Premier ministre, à la racine. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Pour revenir juste sur le premier sujet que vous avez abordé, vous allez dire que la presse française ne parle que du budget, c'est un peu vrai. Votre ministre Agnès Pannier-Runacher a dit ce matin que le budget dont elle bénéficiait pour faire face au changement climatique n'était pas suffisant et que s'il n'augmentait pas, elle en tirerait les conséquences. Est-ce que vous pouvez la rassurer aujourd'hui? C'est le contexte général dans lequel le gouvernement solidaire travaille. On connaît les sensibilités. Ce sujet-là, d'ailleurs, c'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps. J'étais moi-même ministre de l'Environnement et je considérais qu'il n'y avait pas assez de moyens déjà à mon époque. Donc, voilà. Simplement, aujourd'hui, je suis ici, dans les Alpes-Maritimes, à Menton, sur un sujet grave, qui a été touché par les inondations. Et donc, il me permettrait de me concentrer sur cette question et nous verrons dans la suite des discussions avec les ministres comment mieux gérer chacun de leurs budgets, donner plus d'efficacité à la dépense publique, comment augmenter les moyens de prévention. Tout ça prend son temps. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Immigration, est-ce que vous nous confirmez que les mesures qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel en janvier dernier vont revenir dans le prochain projet de loi ou proposition de loi? Non, je ne confirme pas ça. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de certaines de ces mesures, qu'il n'y aura pas de nouvelles. J'ai tenté de vous expliquer tout à l'heure, en donnant un papier pour être très précis, je vais noter une grande partie de ce projet de loi sur l'immigration, c'est lié à des mesures qui ont été adoptées avec le président du gouvernement et le soutien du président de la République dans le cadre du pacte Asile et Immigration. Ce pacte, si on veut qu'il soit appliqué en France, et on a besoin qu'il soit appliqué, y compris dans peut-être une nouvelle disposition sur la directive retour, il faut qu'il y ait une transposition dans la loi française. Rien que ça, ça justifie une loi
nouvelle sur l'immigration. Il y aura peut-être d'autres mesures. Nous allons faire cela de manière calme, avec du sang-froid et avec le souci d'éviter l'idéologie et le polémique. Je veux qu'on fasse des choses utiles. Je veux qu'on en arrive à une France des solutions, si vous permettez, qu'on règle les problèmes en évitant les polémiques. Je vous ai dit tout à l'heure, l'espoir que j'ai que ce sujet puisse être traité dans cet esprit en France, comme maintenant, finalement traité au niveau européen. Monsieur le Premier ministre, est-ce que comme le Président de la République, vous considérez que certains de vos ministres manquent de professionnalisme? Je n'ai pas entendu le président dire ça. Hier soir au Conseil européen en conférence de presse. Ce que je veux simplement dire au-delà de cette question, c'est que ce qui se dit au plus haut niveau de l'État, y compris au sein du Conseil des ministres, n'a pas vocation à être ce qu'on prête comme discussion ou comme déclaration à tel ou tel, n'a pas à être divulgué sur la place publique. Voilà ce que je dis. Ça, c'est ma conception en tant que Premier ministre du fonctionnement du Conseil des ministres. Merci. Merci.